Je ne pense pas qu'il y ait une sinistre personne essayant de priver délibérément les gens de leur liberté. Mais je pense qu'il existe un certain nombre de forces impersonnelles qui exercent une pression, de manière à réduire la liberté. Et je pense qu'il y a également un certain nombre de dispositifs technologiques que quiconque peut utiliser s'il le souhaite. Ouais, donc déjà, premier baratin de l'histoire de l'humanité, il existe une force qui essaye de restreindre nos libertés. Que ce soit l'Ancien Régime, que ce soit la Révolution industrielle, que ce soit le Moyen-Âge, ça n'a jamais changé. Il y a toujours eu des personnes qui viennent dans un territoire pour imposer leur réalité du monde. On appelle le pays dans lequel nous vivons la France. Il faudrait peut-être rappeler que la France, de base, c'est une imposture. Vous avez des gens de l'extérieur de la Gaule qui sont venus en France, en Gaule, imposer leur paradigme et forcer des gens à se soumettre. Tu vois, c'est l'histoire du monde, hein. Que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Australie ou dans le vieux continent. Excusez-moi, c'est l'histoire de ce monde. On détruit les temples de Salomon. Rome fait la guerre à tout le monde. L'Église catholique s'impose. Je vous rappelle que l'Église catholique, si pure, saine que ça, elle était très contente lorsque les rois, lorsque les Germains allaient faire la guerre, parce que pour elle, ça voulait dire de nouvelles terres, où elle pouvait mettre son impôt, la dîme. L'Église catholique qui n'a pas hésité à faire la guerre face aux protestants, la guerre face au Qatar, ça a toujours été comme ça. Donc à l'époque, on faisait beaucoup de guerres parce que le paradigme était capturer les terres parce que la richesse était dans la terre que l'on travaillait. Aujourd'hui, on vit dans un nouveau paradigme qui est le capital, qui est le monde des marchands, le capitalisme, où il faut faire de l'argent, sinon tu ne réussis pas à vivre. Ça s'appelle l'économie. Et là, on ne parle plus de paradigme faire la guerre pour avoir les terres. Là, on parle de paradigme accumuler du capital pour acheter les terres. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Si vous analysez avec rigueur comment changent les choses, ça commence toujours à partir d'une idée. Si vous faites du business, vous le comprenez. Lorsque vous avez un produit, vous devez faire une certaine forme de marketing, vous devez créer un narratif, vous devez créer un storytelling pour convaincre ces gens d'acheter votre produit. C'est soit la personne a déjà une croyance fondamentale qui a bien été identifiée. Derrière, vous faites tout un narratif, vous créez, tout un narratif pour essayer de vendre cette chose à la personne, ou bien la personne n'est pas au courant qu'elle a besoin de quelque chose, et vous lui expliquez au travers de belles histoires. On sait pertinemment que le cerveau aime les belles histoires. Vous lui expliquez au travers de belles histoires ce dont elle a besoin et pourquoi elle en a besoin. C'est l'histoire du monde. L'Église catholique vous explique que vous avez besoin d'elle. Le libre-échange anglais, il vous explique que vous avez besoin d'eux au travers des philosophes. Il ne faut pas se faire corrompre. Les philosophes sont des influenceurs. Les économistes sont des influenceurs. Comme aujourd'hui, nous avons maintenant des personnes qui font de la musique qui influencent les gens. On va voir des gens qu'on fait paraître, on va voir des gens, comment dire cela? On va voir des gens qui se font passer pour des intellectuels et donc du coup qui en savent mieux que la masse, qui vont dire des choses derrière pour convaincre une population et derrière, la personne qui orchestre l'arnaque impose son paradigme. Les Anglais ont fait la promotion du libre-échange au travers de ces philosophes comme Adam Smith, John Locke. Voilà, on vous dit que c'est exceptionnel. Il faudra quand même se rappeler que les États-Unis d'Amérique, c'était un pays, l'Angleterre, c'était un pays isolé qui avait besoin de quand même se connecter au vieux continent, sinon l'Angleterre mourrait. Ça, Napoléon l'avait compris. Et ça, c'est pareil. L'Église catholique, c'est pareil. Quand Rome est polythéiste, il se rend compte que l'Église catholique, le christianisme, c'est quelque chose qui est pas mal. On impose le narratif. Donc, c'est l'histoire du monde. D'accord ? Donc, quand on commence déjà ce genre de vidéo en vous dire il y a des forces externes qui essaient de prendre vos libertés, la technologie essaie de prendre vos libertés, on va vous déshumaniser et j'en passe, faites doucement. Parce que ça a toujours été l'histoire du monde.
Les plus forts imposent leur narratif, les plus forts réécrivent l'histoire. Donc, société déshumanisée, je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Doucement. Afin d'accélérer ce processus de restriction de liberté et imposer plus de contrôle. Selon moi, il y a deux forces impersonnelles principales. La première n'est pas encore trop importante aux États-Unis à l'heure actuelle, bien qu'elle soit très présente dans d'autres pays. Il s'agit d'une force qu'on appelle en des termes simples la surpopulation. Cette pression croissante de la population sur les ressources existantes. Et bien sûr, c'est un phénomène inhabituel. Quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du monde auparavant. Prenons un exemple simple. Entre la naissance du Christ et l'arrivée du Mayflower, la population de la Terre a doublé, passant de 250 millions à environ 500 millions. Et aujourd'hui, la population de la Terre augmente à un tel rythme qu'elle doublera en seulement un demi-siècle. Les experts dans le domaine, comme Harrison Brown, ont souligné que dans les pays sous-développés, le niveau de vie est actuellement en baisse. Les gens ont moins à manger et possèdent moins de biens par habitant qu'il y a 50 ans. Et à mesure que la situation économique de ces pays devient de plus en plus précaire, et il est évident que les gouvernements devront prendre de plus en plus de responsabilités pour maintenir le navire à flot. Et bien sûr, sous de telles conditions, nous sommes susceptibles de voir apparaître des troubles sociaux, avec encore une fois, de nouvelles interventions gouvernementales. Je pense donc qu'on discerne ici deux schémas qui semblent tendre très fortement vers un régime totalitaire. Et malheureusement, comme dans tous ces pays sous-développés, le seul parti politique hautement organisé est le Parti communiste. Alors il me semble... Le communisme n'a jamais existé. Il y a beaucoup de conneries dans cette vidéo, hein. Et n'écoutez jamais les économistes, les physiciens, les philosophes comme cette personne qui sont en train de vous dire que tout va mal. Non mais encore heureux que tout va mal dans le monde, hein. La vie n'aurait aucun sens si tout était facile d'accès, si tout se passerait comme on le souhaite, si tout se passerait correctement. Alors, vous avez des personnes qui sont en train de vous dire que c'est la catastrophe. J'ai envie de te dire, c'est normal. C'est normal. Hein, voilà. On peut pas... Le monde, c'est pas comme ça, tu vois. Faut bien que ça corrige. Donc souvent, quand on écoute ce genre de vidéos catastrophiques, faut faire très attention, hein. Alors il me semble bien qu'ils hériteront de ce processus et qu'ils perdront leur pouvoir. Toute l'essence de la vie biologique sur Terre est une question d'équilibre. Et nous avons intensément augmenté notre pouvoir d'action sur la mortalité, sans contrebalancer en exerçant le même pouvoir d'action sur les naissances. Par conséquent, le taux de natalité reste aussi élevé qu'il l'était, alors que les taux de mortalité ont considérablement chuté. Une autre force qui, je pense, opère beaucoup dans ce pays est celle qu'on peut appeler la surorganisation. À mesure que la technologie se complexifie, il devient nécessaire de mettre en place des organisations de plus en plus élaborées, des organisations plus hiérarchisées. Et l'avancement de la technologie a été accompagné d'un avancement dans les sciences de l'organisation. Donc, il est maintenant possible de créer des organisations à une échelle plus grande que jamais auparavant, de sorte... Par contre, ce qu'il vient de dire là, moi je trouve cela très intéressant. On vit aujourd'hui dans un paradigme où l'économie malheureusement a été imposée depuis maintenant près de 400-500 ans au monde. L'économie, le capitalisme, voilà. On vous dit que pour que les gens vivent mieux, il faut faire du libéralisme économique. On vous dit que la chose la plus importante, c'est la création de valeur. On vous dit que la chose la plus importante, c'est l'innovation. Donc, tu es en train de dire à des humains que voilà, tu dois apporter, parce que maintenant, c'est ce qu'on entend, hein. On entend des gens dire oui, voilà, vous devez contribuer à la société. Voilà. Donc, ça veut dire que toi, tu viens sur Terre pour participer au jeu de l'économie du capitalisme. Ok. Moi, j'ai une question. On va innover jusqu'à quand? Quand est-ce que s'arrête cette innovation? Jusqu'à quoi? Faire le tour de l'univers? Le tour de l'espace? Aller sur la planète Mars? Et là, par contre, je rejoins la personne dans cette vidéo. Ça commence à devenir un peu ridicule. Ils vous disent tous, hein, les économistes, il faut innover, il faut créer, il faut innover, il faut créer. Elon Musk est incroyable. Innover, créer, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je tiens quand même à préciser cela. Si vous analysez les mecs parce qu'il y a ce qu'on appelle l'industrie, les moyens de production. C'est quoi? C'est la voiture,
c'est l'électricité, c'est l'énergie, c'est faire les choses plus rapidement, tout simplement. Et puis vous avez la vie, le reste. D'accord ? Parce que le problème, c'est qu'on a un paradigme qui s'appelle économie. Et ce paradigme qui s'appelle économie, le monde des marchands qui nous a été imposé, eh bien, il empiète sur l'intégralité de nos vies. Moi, j'aimerais dire cela. Certes, l'économie est plus rapide. Certes, l'économie est plus efficace. Certes, il y a des formes d'avancée dans l'économie. Mais je vous le dis, maintenant, si vous sortez d'économie et que vous êtes dans la vie humaine, les choses n'ont pas changé. Hein. Vous prenez les gens il y a 200 ans, les gens mouraient à 90 ans. Victor Hugo est mort à 83 ans, Voltaire, je pense, à 85 ans, Louis XVI à 77 ans. Ça n'a pas changé. Et ces gens mangeaient déjà correctement. Ils mangeaient à leur faim, ils mangeaient correctement, ils avaient déjà des manteaux, des tissus qui les protégeaient du froid. La seule chose qui a changé, c'est l'avancement de l'économie, l'efficacité de l'économie qui rendait les choses un peu plus rapides. C'est-à-dire, Voltaire, en réalité, qui est une arnaque, bien évidemment. Hein. Voltaire, ok, il n'allait pas plus vite que toi pour te déplacer d'un point A à un point B, parce que la voiture que toi, aujourd'hui, est plus rapide que celle de Voltaire. Il n'y avait pas de voiture à leur époque. Le pétrole, ça a commencé en 1859 en Pennsylvanie, aux États-Unis, ok. Mais si tu enlèves le reste, ta vie à celle de Voltaire, elle est pareille. Hein. Il a vécu. Alors, tu vas peut-être vivre aussi longtemps que lui. Tu vas avoir une femme comme lui. Tu vas manger à ta faim comme lui. Tu vas avoir toute forme de distraction comme lui. Donc, si vous enlevez le paradigme économie-industrie, mais il n'y a pas de changement. Hein. Il n'y a pas de changement. La vie des êtres humains, il n'y a pas de véritable changement, dans le fond. Le problème, c'est que ce paradigme prend tellement de place qu'au final, on arrête de vivre. Résultat des courses, on fait moins d'enfants. On est plus triste. On ne pense qu'argent. On se lève un matin, on essaie de savoir comment est-ce qu'on va manger le soir. Alors qu'à l'époque de Voltaire, eux, ils avaient le louis d'or. C'est ça le truc. Et c'est là où je le rejoins. Innover comme l'Allemagne, innover comme la Chine. Jusqu'à quand ? À aller sur Mars ? Aller sur Mars, ok, Elon Musk vous dit, franchement, je pense qu'on pourrait investir 0,1% du capital planétaire pour aller sur Mars. Ok. Mais pendant que ce mec est en train de faire ses avions pour aller sur Mars, il y a des gens dans ce monde qui n'arrivent pas à manger. Ils vous parlent de libertés individuelles, ils vous parlent des droits de l'homme, ils vous disent que le libéralisme économique permet de s'enrichir et qui permet à tout le monde de s'enrichir. Lorsque vous regardez les statistiques économiques, là, depuis récemment, le paradigme est en train de changer, c'est-à-dire les BRICS, mais avant, vous aviez 50% de la richesse du monde qui était dans une partie du monde, l'Occident. Et dans cet Occident, tu avais à peu près 1% des gens qui détenaient plus de 50% de cette richesse. Donc, vous avez 1% des gens qui détiennent 50% de 50% du monde. Et ils vous disent que tout le monde s'enrichit. Et après, ils vous sortent la phrase de Churchill. Le capitalisme, c'est l'enrichissement inégalitaire. Le communisme, c'est le partage de la misère. Moi, j'ai envie de te demander cela. Ton partage inégalitaire de la richesse, quand tu as les mecs qui, quand tu as tout le monde qui s'enrichit et que tu as des mecs qui sont un peu plus enrichis que les autres, le reste de richesse, de partage, est-ce que c'est pas une forme de misère quand même ? Est-ce que c'est pas une forme de misère ? Quand tu as 100% du gâteau et que tu as des mecs qui ont pris 90% du gâteau et qu'il reste 10% à se partager, c'est pas une forme de misère ? Et donc, du coup, je me répète par rapport à ce que j'ai dit avant. Faites très attention à ce qu'on vous dit. Parce que lorsqu'on impose un paradigme à quelqu'un, lorsqu'on impose un modèle à quelqu'un, la plupart du temps, ils vont vous sortir des intellectuels, des physiocrates, des économistes, des grands politiciens, des grands chefs d'État pour juste vous convaincre que c'est sûr, qu'il faut adopter cela parce qu'ils ont quelque chose à vous vendre. Churchill, qui était lord de l'amirauté, lui, il avait des intérêts dans sa machine industrielle capitaliste anglaise.
Quand Adam Smith s'est levé un matin et qui vous disait que le libéralisme, c'était la solution, il avait ses intérêts. Quand Martin Luther, qui a écrit les 95 théories comme quoi l'Église catholique était une arnaque, il était encouragé par des gens derrière lui. Le monde ne fonctionne pas de telle sorte que on est là pour illuminer tout le monde et on est là pour essayer de vous rapprocher un peu plus de la vérité. Non, il n'y a que des intérêts. Et donc là, je reviens, je suis d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Jusqu'où va l'innovation ? Jusqu'où ? Qu'est-ce que vous allez encore inventer aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous allez encore nous inventer aujourd'hui ? À une échelle plus grande que jamais auparavant, de sorte que de plus en plus de gens passent leur vie en tant que subordonnés au sein de systèmes hiérarchiques contrôlés par des bureaucraties. Que ce soit les bureaucraties des grandes entreprises ou les bureaucraties gouvernementales. Prenons un exemple récent et encore très douloureux. La propagande utilisée par Hitler, qui était incroyablement efficace. Quels étaient les moyens d'Hitler ? Il utilisait la terreur d'une part, la force brute, mais il utilisait également une forme de propagande très sophistiquée. Il employait tous les dispositifs modernes de l'époque. Bien qu'il n'ait pas eu la télévision, il avait la radio, qu'il utilisait abondamment et avec laquelle il était capable d'imposer sa volonté à une immense masse de gens, alors même que les Allemands étaient un peuple hautement éduqué. Voilà, donc ne vous faites pas avoir aussi toujours par ce genre de paradigme. Hitler a une très mauvaise réputation parce que Hitler a attaqué le capitalisme et la démocratie libérale qui sont les religions, qui étaient les religions de ses adversaires. Je tiens quand même à rappeler que Lénine, Staline, Mao, c'était du capitalisme. Ça n'a jamais été du communisme. Du capitalisme d'État. Il captait tous les moyens de production, de consommation et les actifs, les moyens financiers au travers de l'État, mais c'était du capitalisme. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est paradigme contre paradigme. On insulte Hitler tous les jours d'extrémistes, de racistes, de personnes odieuses, parce qu'il a attaqué le paradigme du grand chef. Non, on pourrait se poser la question. On dit qu'Hitler utilisait des techniques catastrophiques. Quand je dis catastrophique, je parle plus dans le sens du catastrophisme. Il a utilisé ce genre de technique. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Les médias français ne font pas ça tous les jours. Les médias américains ne font pas ça tous les jours. Le lobby LGBT ne fait pas ça tous les jours. Le lobby féminisme des féministes ne fait pas ça tous les jours. Le lobby de l'écologie, de l'environnement, ils ne font pas ça. Le lobby du pétrole, et ça a commencé avec Rockefeller en 1889, je pense. Ils font pas ça. Ils vous disent pas tous les jours qu'il n'y a pas assez de pétrole. Alors qu'on se rend compte, allez voir la Norvège, quand la Norvège fait beaucoup de cash et qu'elle se met à chercher du pétrole, elle en trouve en 4 secondes. Les Russes aussi. Ils font pas ça. Voilà, donc faut jamais se faire avoir par ce genre de choses. Hitler, le grand méchant loup, la société déshumanisée, ça a toujours été comme ça le monde. On vous impose, quelqu'un est là pour vous imposer son paradigme. De la même manière que la République française vous impose son paradigme. Parce que quand vous fouillez un peu plus sur l'histoire de France, vous vous rendez compte que la République, c'est un mensonge de A à Z, en commençant par son hymne national. Il me semble que le point est qu'il existe des méthodes disponibles actuellement, des méthodes supérieures à certains égards aux méthodes d'Hitler, et qui pourraient être employées dans de mauvaises circonstances. Et ce que je ressens très fortement, c'est que nous ne devons pas être pris au dépourvu par l'évolution de nos technologies. Cela s'est produit encore et encore dans l'histoire. La technologie progresse, ça change les conditions sociales, et soudain, les gens se retrouvent dans des situations qu'ils n'avaient pas envisagées, faisant toutes sortes de choses qu'ils ne voulaient pas faire. Actuellement, il me semble que la télévision est utilisée de manière On n'a pas attendu la technologie pour faire toutes sortes de choses qu'on ne souhaitait pas faire. Assez inoffensive. Je dirais même qu'elle est excessivement utilisée pour distraire tout le monde, en permanence. Mais imaginez une situation où dans tous les pays communistes, la télévision, lorsqu'elle serait présente, répéterait la même chose, en continu, et que les mêmes idées y soient martelées,
sans arrêt. Alors de toute évidence, Lorsque la radio est arrivée, c'était le même discours. Lorsque le journal papier est arrivé, c'était le même discours. Lorsque les premiers téléphones sont arrivés avant les réseaux sociaux, c'était le même discours. C'est toujours la même. ce serait un instrument immensément puissant. Toute technologie est moralement neutre. Ce sont simplement des puissances qui peuvent être utilisées soit pour faire le bien, soit pour faire le mal. C'est la même chose avec Le monde n'est pas si manichéen que ça. Bien ou mal, ça ne veut absolument rien dire. l'énergie atomique. Nous pouvons soit l'utiliser pour nous faire exploser, soit l'utiliser comme substitut pour prévenir l'épuisement du charbon et du pétrole. Je pense que les dictatures du futur seront très différentes des dictatures que nous avons connues dans un passé récent. Prenons un autre livre prophétisant l'avenir, un livre remarquable. Il ne faut pas avoir peur des dictatures, c'est encore aussi une forme, ça ne veut absolument rien dire, car oui, le monde est difficile, la vie est compliquée, mais toute dictature a un début et une fin. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire, mais pourquoi tu te plains de cela, en fait? Mais t'as cru, qu'est-ce que tu croyais? Que t'allais arriver sur Terre et que tout allait être beau, quoi? Mais c'est normal que c'est difficile. C'est normal qu'il y ait des gens qui essaient de t'imposer un narratif. C'est normal qu'il y ait des dictateurs, qu'il y ais des dictateurs, ou bien qu'il y ait des naïfs, ou bien qu'il y ait des bonnes personnes. C'est normal tout ça. Non, il faut se battre. Hein. Je vois pas où est le problème sur le fait qu'il y ait des dictatures, quoi. 1984, de George Orwell, qui a été écrit au plus fort du régime stalinien et juste après le régime hitlérien. Dans ce livre, Orwell imaginait une dictature, utilisant... Tu vois, il vous parle du régime stalinien plus fort que le régime de je ne sais qui, là, l'anglais, là. Moi, j'ai envie de te dire, je regarde les États-Unis d'Amérique et leurs actions au travers de la CIA, du complexe militaro-industriel, c'est pas meilleur. Hein. C'est pas meilleur. Utilisant uniquement des méthodes de terreur et des méthodes de violence physique. Maintenant, je pense que ce qui va se passer à l'avenir, c'est que les dictateurs découvriront, comme le dit l'adage, vous pouvez tout faire avec des baïonnettes, sauf vous asseoir dessus. Si vous voulez conserver le pouvoir indéfiniment, vous devez obtenir le consentement des gouvernés. Et ce sera en partie par des drogues, comme je l'ai prévu dans Le Meilleur des Mondes, et en partie par ces nouvelles techniques de propagande. Et ils le feront en contournant le côté rationnel de l'homme, et en faisant appel à son subconscient, à ses émotions les plus profondes, et même à sa physiologie, pour ainsi le faire aimer sa propre servitude. Je pense que le danger est que les gens puissent, d'une certaine manière, être heureux sous le nouveau régime. Mais ils seront heureux dans une situation dans laquelle ils ne devraient pas être. Je trouve extrêmement important, ici et maintenant, de commencer à réfléchir à ces problèmes, afin de ne pas nous laisser surprendre par les nouvelles avancées technologiques. Par exemple, en ce qui concerne l'utilisation... Un peu démago la vidéo parce que tout le monde sait qu'il y a des problèmes. Les Français, par exemple, savent pertinemment qu'on est en train de leur mettre à l'envers. Les Américains le savent, les Africains le savent, tout le monde le sait. Mais il y a une différence entre savoir quelque chose et se donner les moyens de changer ces choses. On a tronqué toute forme d'entreprise, de changer les choses pour les populations. C'est-à-dire que le français, c'est exactement qu'il y a quelque chose qui va mal, si je prends la France. Mais maintenant, trouver les moyens pour changer les choses, là, c'est difficile. Donc c'est un peu démago à ce niveau-là, hein, dire qu'il faut tout faire pour empêcher l'inévitable. On sait déjà que ça va pas. Mais maintenant, le problème, c'est que comment est-ce qu'on fait pour changer les choses, quoi? Comment est-ce qu'on fait pour s'accaparer les moyens de changer ces choses? C'est là où est le problème. Tu vois, je prends la France, ça fait 300 ans qu'ils savent qu'on leur met à l'envers. 300 ans qu'ils essaient encore de trouver une solution. C'est plus compliqué que ça, quoi. Concerne l'utilisation des drogues, nous disposons déjà de suffisamment de preuves pour pouvoir, sur la base de ces preuves, et avec un certain degré d'imagination, prévoir les types d'usages que des personnes malveillantes pourraient en faire, et tenter d'y remédier. De la même manière, je pense qu'en ce qui concerne les autres méthodes de propagande, nous pouvons anticiper et nous préparer à y faire face. Après tout, la liberté est au prix d'une vigilance éternelle. Je pense que la publicité joue un rôle nécessaire, mais dans une démocratie, il me semble que le danger est le suivant.
Pour l'instant, désolé, hein, mais pour l'instant, je vois absolument rien d'extraordinaire. Il est juste en train de décrire le nouveau monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire le monde capitaliste. Le monde des marchands, quoi, pour l'instant. Et un jour, il se terminera parce que c'est l'histoire du monde. Dans l'histoire du monde, ça a toujours été de se poser la question de savoir comment empêcher les marchands de contrôler le monde, quoi. Désolé, la publicité était interdite à l'époque des nobles, des aristocrates. L'usure était interdite. Alors, l'usure, interdit, voilà. De la même manière qu'on a détruit les aristos, on trouvera aussi moyen de détruire les capitalistes, quoi. Donc, bon, un jour, ça prendra fin. Qu'est-ce qui fait fonctionner une démocratie? Une démocratie repose sur le choix intelligent et rationnel de l'électeur individuel, en fonction de ce qu'il considère comme son intérêt éclairé dans toute Voilà, la démocratie, situation. La démocratie, par exemple, c'est l'une des plus grandes arnaques de tous les temps. Le sens de ce mot a été complètement détourné et les gens croient à cette mascarade. Dites-moi en quoi il est démocratique de remettre son destin entre les mains d'une personne qui te dit qu'elle en sait mieux que toi et qu'elle s'occupera mieux que toi de ton propre destin. En quoi est-ce que cela est démocratique ? Et là, il a parlé tout à l'heure de propagande, de télévision, et moi j'ai parlé tout à l'heure des influenceurs. L'Église catholique, c'est des influenceurs, tu vois. Quand Clovis est arrivé, on l'a dit, il faut que tu te christianises. Ne t'inquiète pas, fais-le. Nous, l'Église catholique de Rome, les Gaulois christianisés nous écoutent. De la même manière que les philosophes sont utilisés pour faire de la propagande, ils jouent le rôle d'influenceurs. Eh bien, tous ces gens-là, la démocratie, ça a été de la propagande. Ça a été de la propagande pour installer un paradigme capitaliste libéral. On vous a dit que la démocratie libérale, ils ont installé ce paradigme au travers de ce que moi j'appelle une religion, donc du coup la démocratie libérale. Qu'est-ce qu'une religion à mes yeux ? Une religion, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui va venir avec de jolis idéaux, quelqu'un qui va venir avec des idées pas mal pour essayer d'améliorer la vie d'un groupe, d'une population sur un territoire. Le pouvoir en place va estimer que cette personne est dangereuse parce que cela va à l'encontre de son autorité. Du coup, il va tout faire pour tuer cette personne. Moi, je suis en train de t'expliquer le processus de la religion. Du coup, d'ailleurs, cette personne va être tuée, mais va être éliminé par le pouvoir en place, mais il y a toujours des séquelles. Les séquelles, c'est les populations qui ont encore en tête ces dogmes cette pensée avant-gardiste qui a été promue par cette personne. Quand je dis promue, c'est pas forcément le bon mot. Parce que cette personne de base n'a peut-être pas pensé à faire de la propagande et à en faire de la promotion. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe ? T'as le gouvernement qui se rend compte que les plus démunis, eh bien, les idées de cette personne existent toujours au travers de la mémoire des plus démunis. Et là, ça devient dangereux. Ou bien, tu as des personnes qui, elles, convoitent l'autorité et le pouvoir et qui vont trouver le moyen de se de se réapproprier les dogmes, les pensées avant-gardistes de cette personne qui a été éliminée par le peuple pour, elle, faire sa révolution au travers des petites populations qui, elles, pensaient encore, qui avaient encore en tête cette pensée de par la personne qui en était à l'origine. Et les personnes qui, elles, se réaccaparent cette pensée avant-gardiste vont se servir des populations pour déclasser le pouvoir en place. Ça, c'est le premier cas. Ou bien le pouvoir en place, lui, va se servir de ces pensées avant-gardistes au final pour se mettre en cohésion avec les populations qui ont la majorité du nombre pour essayer de mieux les contrôler, pour essayer de garder une forme d'unité et lui, d'ailleurs, sa légitimité. Tout ça, c'est un processus que moi, j'appelle la religion. Et donc, du coup, c'est quoi ? C'est la philosophie des Lumières, c'est l'Église catholique, c'est le féminisme, c'est les LGBT,
c'est le sionisme, c'est la démocratie libérale, c'est le christianisme, c'est l'islam, c'est quoi d'autre? C'est l'économie, c'est la science, parce que maintenant, tu as toujours des personnes qui te disent source. C'est tout ça, la religion. Voilà. Donc, c'est de base des idées qui n'ont jamais été vérifiées, qui vont à l'encontre d'un pouvoir. Soit le pouvoir se réapproprie, soit le pouvoir se réapproprie ces idées pour s'en servir comme arme sociale. Donc, du coup, toujours soumettre, psychologiquement parlant, une population, soit ces idées vont être reprises par un pouvoir qui convoite de pouvoir en place pour se servir de la population qui, elle, croit en ces idées et faire révolution pour prendre le pouvoir en place, pour prendre la place du pouvoir en place. C'est ça une religion. Le libre-échange est une religion. Le communisme est une religion. Quand tu regardes les écrits de Karl Marx, le léninisme est une religion. La philosophie est une religion. Tout ça, ce sont des religions. Et la démocratie que cette personne est en train de décrire, c'est pareil, c'est une religion. Ce sont des religions. On va vous sortir des thèses, des phrases qui sont très belles, avec une très belle morale collective et personnelle. Ça fait rêver les gens, parce que ce qui fonctionne dans une population pour adopter un nouveau moyen de faire au travers d'une population, cela passe de par des idées qui paraissent vraiment humanistes, entre guillemets. Eh bien, la démocratie, elle n'est pas l'exception à la règle. Son process d'existence a été le même que le christianisme, l'islam, le sionisme, les Lumières, le libre-échange, le libéralisme, le communisme, quoi d'autre? Et toutes les merdes qu'on a aujourd'hui, féminisme, LGBT, et voilà. Donc la démocratie libérale, bien évidemment que c'est une arnaque. La démocratie tout court, bien évidemment que c'est une arnaque. Et les gens, malheureusement, y croient. Dans toute situation donnée. Mais ce que font ces gens pour leur objectif personnel de promotion commerciale, et ce que font les propagandistes dictatoriaux, c'est tenter de contourner le côté rationnel de l'homme, et d'en appeler directement à ses forces inconscientes et émotionnelles, de manière à rendre insensé le processus démocratique, qui est pourtant basé sur un choix conscient et sur des motifs rationnels. Et la question des enfants me semble extrêmement importante, car les enfants sont en moyenne beaucoup plus suggestibles que les adultes. Voilà, posez-vous la question de pourquoi aujourd'hui, de nos jours, il est obligatoire que les enfants aillent à l'école. Durant la monarchie de Juillet, en 1833, on a fait en sorte de plus alphabétiser les gens. Je pense qu'à cette époque, 40% des femmes étaient alphabétisées et 60% des hommes. On est passant à près de 80%, je crois. Il était important d'alphabétiser les gens pour que ces personnes soient moins dans la démarche de faire des révolutions. Pourquoi? Quand la France perd la guerre en 1870, les enfants qui allaient à l'école, on les apprenait à haïr les Allemands. Il s'est passé exactement la même chose lorsque les Allemands perdent la guerre face aux Français en 1914. Les Allemands, on leur apprend à haïr les Français. Voilà. C'est comme on vous dit que la Révolution française était quelque chose de nécessaire et que les rois étaient méchants. Tout est mensonge. Tout est mensonge. Donc, société déshumanisée, moi j'ai envie de te dire, le mot d'ordre à retenir de tout ce paradigme, c'est les vainqueurs écrivent l'histoire et que les plus forts sont là pour imposer leur paradigme. C'est tout. C'est tout. Mais bien évidemment que tout a une fin. Qu'ils imposent leur paradigme, mais leur paradigme, un jour, il aura bien une fin.